Bonjour à tous et bienvenue dans votre épisode de 6388, votre podcast qui parle de création de jeux de société. Je suis Ephiriel et bien sûr, pour parler de création de jeux de société, je suis accompagné du fantastique Théo Rivière. Bonjour. Salut, comment tu vas ? Bah écoute, très très bien. Encore une fois, très heureux. On le dira au début de chaque épisode, je pense, mais très heureux de pouvoir continuer ces épisodes avec toi. Ouais, c'est bon signe que chaque épisode est un petit plaisir, donc c'est vrai. Donc on espère que pour vous aussi. Quoi. On espère que pour chacun, c'est un plaisir et surtout que vous appréciez ce qu'on vous délivre, ce que Théo nous délivre en termes de petits secrets de création. Mon cher Théo, nous sommes à l'épisode 4. Si je me souviens bien, et je m'en souviens bien, de la fin de l'épisode 3, nous parlions de potasser tous les retours que nous avions accueillis pendant différents tests, des multitests, festivals, amis, tout ce qu'on veut. Et là, on en est au moment où on sait qu'on a notre proto qui est terminé, on le sent prêt, on se sent prêt. Il faut se lancer, il faut faire la prochaine étape qui est donc le sujet de cet épisode, comment trouver un éditeur. Et là, c'est la grosse question. Le gros bébé, effectivement. Ouais. Donc, on a notre proto, il est fait, il est propre, il est imprimé, il est vraiment beau. La question que je me suis posée, et c'est marqué sur mon conducteur, je ne sais pas par où commencer. Je connais plein d'éditeurs, je ne saurais pas par où commencer pour les contacter. Comment on fait ? Est-ce qu'on profite d'un festival pour aller croiser quelqu'un, serrer une main et dire « Hey, je suis créateur aussi, j'ai un proto à vous présenter ». Est-ce qu'on téléphone ? Est-ce qu'on envoie un email ? Est-ce qu'on fait quelle est la première démarche selon toi ? Alors la bonne nouvelle déjà, c'est que c'est pas très dur, je crois. Alors je dis je crois parce que j'ai été un tout petit peu biaisé dans mon parcours d'auteur, parce que j'ai commencé par bosser pour des éditeurs et donc avoir un pied dans le milieu avant de vraiment démarcher activement les autres éditeurs et leur montrer mes protos. Donc je connaissais déjà un peu le milieu et donc j'avais un peu cette facilité dès le départ. Même si mon tout premier proto, j'étais un random et que ça s'est fait complètement par hasard. Je raconterai peut-être après d'ailleurs. Mais du coup, c'est une très bonne approche que tu as, parce que finalement, ça veut dire qu'il y a un peu deux approches. Il y a l'approche, ok, je connais quand même un petit peu le milieu et je sais vers où me diriger, mais il y a l'approche lambda du monsieur qui est dans son salon et qui se dit, ok, en vrai, je suis très joueur, mais je sais pas où aller. Ouais, c'est assez juste. Et c'est vrai que les deux existent un peu. Après, moi, je pense que connaître le milieu, c'est une vraie force dans l'absolu. Alors, pas forcément travailler pour des éditeurs, parce que vous pouvez avoir un vrai boulot, ou du moins un autre boulot, on va dire, et être auteur de jeux à côté, et pouvoir quand même connaître le milieu et démarcher les gens. Mais connaître le milieu, c'est vraiment un gros plus. Et par connaître, j'entends pas spécialement aller manger le midi avec Adrien Martineau de Days ou aller faire un tennis avec Croc, des Space Cowboys, mais plus déjà avoir un peu un aperçu de ce qui existe, ce qui est là et comment ça se passe, quoi. Ça, c'est le premier conseil que je donne régulièrement, c'est connaître les éditeurs, en fait. Finalement, à l'ère de l'internet, j'ai l'impression d'être dans les années 90 quand je dis ça. Tant d'aujourd'hui, c'est pas difficile de taper 3 mots sur Google et de se dire, ok, trouver un contact, trouver un email, trouver un nom, éventuellement, c'est encore plus simple pour savoir qui est en charge de quoi, chez qui. Ouais, clairement. Et ça, c'est le premier truc, c'est faut pas hésiter à passer par les pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes Insta, les emails de contact. Alors, spammez pas les éditeurs tous les jours parce que ça sert à rien et ça va être too much. Mais très facilement, et quand je bossais encore pour Yellow, par exemple, où je recherchais les prototypes pour eux, on avait régulièrement des gens qui envoyaient un message sur notre Facebook disant « Salut, je suis auteur de jeu, j'ai créé un truc, je pense que ça pourrait se caler chez vous. Est-ce que je peux vous envoyer mon prototype ?» Et on reviendra après sur comment est-ce qu'on envoie un prototype parce que c'est un truc qui est vraiment important. Et notre community manager, Mathieu Bonin à l'époque, nous renvoyait les messages et je répondais à tous les gens en disant « Ouais, pas de souci, envoie-moi un mail à telle adresse. » Vraiment, alors il y a beaucoup de gens qui font ça, donc faut pas espérer avoir une réponse dans la semaine qui vient, ça c'est assez certain. Mais généralement, les éditeurs, ils répondent et on se fait pas envoyer bouler directement en mode ah vas-y, je sais pas quitter, ça me saoule, dégage quoi. C'est une approche intéressante du coup parce que contrairement à d'autres secteurs, je pense par exemple comme ça, parce que je le connais un tout petit peu, secteur éditorial dans les livres, t'as l'impression d'être mieux accueilli, du moins dans ce que tu me dis, en étant quelqu'un qui a juste un proto et qui veut se lancer. Parce que quand t'as écrit un bouquin ou une nouvelle ou n'importe quoi, t'as l'impression d'être accueilli un peu comme un moins que rien, quoi qu'il arrive. Ouais, alors que là, vraiment pas. En tout cas, moi, de mon expérience, encore une fois, ça a peut-être un peu évolué et ça dépend aussi vraiment des éditeurs. Mais à la fois, quand j'ai bossé pour Yellow ou pour Ropoprod, qui était quand même un éditeur un tout petit peu plus important en termes de volume de vente, je regardais tous les protos qu'on m'envoyait par mail, je répondais aux messages, des fois ça prenait du temps. Et si quelqu'un nous contactait,
Si j'étais pas complètement dans le jus, dans tous les cas, je regardais et je répondais à la personne. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Oui, clairement, c'est positif et à entendre, c'est rassurant surtout. Tu avais une anecdote que tu voulais éventuellement raconter. Ah, ouais, je peux raconter un peu Shinobi Wata, qui était mon tout premier jeu, où là, pour le coup, je suis pas passé par les biais classiques, on va dire, mais qui, je pense, est un bon exemple aussi de comment ça se passe régulièrement et comment je pense que ça va continuer de se passer. Et ça va avoir l'air un peu cheesy, et pourtant, ça sera pas mal. Et le jeu de société marche vachement sur des rencontres aussi. Et donc moi, ça s'est vraiment passé comme ça. À savoir qu'un des tout premiers trucs que j'ai fait dans le milieu, c'est j'ai été testeur chez Libellude, à Poitiers. D'accord. À l'époque où Libellude, c'était 3 ou 4 personnes, je pense. Et donc j'y suis allé parce que je traînais dans ma boutique de jeux locale et qu'à un moment, il y a Benjamin, le gérant de la boutique, me dit « Ah bah tiens, je suis testeur chez Libellude, si tu veux passer un soir jouer à des protos, vas-y, passe quoi ». Et donc j'y suis allé vraiment comme ça, complètement à l'arrache, invité un peu au pif, et c'était vraiment très chouette. Et c'est là que j'ai rencontré, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, Benoît Forger, qui a monté ensuite Purple Brain, puis maintenant Spaceco, et avec qui j'ai un peu sympathisé. Basiquement, c'est lui qui me ramenait en voiture pour pas que je marche le soir quand il était très tard et que j'avais un peu de marche depuis les bureaux de Libellude. Très sympathique garçon en plus. À fond. Et quand j'ai fait mon proto de Shinobi, une des premières personnes à qui je l'ai montré, c'est Bonnie. Bonnie, c'est un illustrateur, et il est un illustrateur du monde du jeu, et il a monté une association de joueurs à Poitiers. Et donc on jouait, et je lui ai dit « Ah bah tiens, j'ai fait un proto, vas-y, je te le montre ». Il a été assez charmé par le truc, et il m'a dit « Ah, envoie un mail à tel éditeur que je connais », en lui disant que c'est de ma part, et il va le regarder, c'est sûr. Donc c'est le premier truc, c'est en passant par quelqu'un que je connaissais un peu, et que je savais qu'il était un peu dans le milieu, et en le faisant jouer vraiment pour le plaisir d'avoir des retours, ça m'a déjà ouvert une petite porte un peu au hasard, je m'attendais pas à ça, et donc c'était déjà chouette. En tant que jeune auteur, j'étais très stressé à l'idée d'envoyer mon proto à un inconnu, et donc j'ai appelé Benoît Forger, qui était la seule personne, qui était une des personnes que je connaissais vraiment du milieu, en lui disant « Hey, salut Benoît, je dois envoyer mon proto à quelqu'un et ça me fait peur. Est-ce que tu le connais? Comment ça se passe? Etc. Est-ce qu'il est réglo, quoi. » Il m'a vachement rassuré en me disant « Je le connais bien, c'est un chouette type. Et c'est quoi ton proto? Vas-y, envoie-le moi aussi, ça peut m'intéresser. Je vais monter Purple Brain bientôt. Vas-y, montre-le-moi, quoi. » Et je pense 1 mois plus tard, on signait le contrat avec Benoît et c'est Benoît qui l'a édité donc avec Purple Brain. Ah, sur un coup de hasard un peu fort quand même, c'est fou. À fond, et en fait des histoires comme ça, au début je me suis dit « Ah, j'ai été le mec le plus chanceux du monde et j'ai eu beaucoup de chance, c'est certain. » Mais des histoires comme ça dans le milieu, il y en a vraiment beaucoup. De gens qui se sont rencontrés, qui ont discuté avec du monde, et la plupart des jeux, même des grands jeux, bah c'est signé sur un coin de table à SN parce que, je sais pas, Domo Blanc ou Antoine Poza, il avait un proto dans son sac, il a dit « Ah les gars, vas-y, j'ai un truc, c'est pas encore fini mais je peux vous le montrer », et ils ont joué sur un coin au bar pour voir ce que ça donnait et ça a plu à tout le monde, ou ce genre de choses. Plus souvent encore que du démarchage un peu classique. Donc c'est pas pour dissuader les gens d'envoyer des mails, vraiment on y revient après, mais ça peut vraiment marcher. Mais faites les festivals, allez au off, discutez avec les gens, sympathisez avec du monde, soyez un peu vous-même de manière relax, et souvent ça peut faire des belles histoires et des belles anecdotes de cet acabit qui peuvent aboutir sur des trucs vraiment très chouettes à la fin. Alors là effectivement, on a le cas vraiment cool, parce que le côté social de la chose, et c'est ce qu'on veut parce qu'on parle de jeu de société, donc c'est dans le nom, hein, quasi. Mais qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est peut-être un peu comme un ours, qui se sent pas, qui a peur, qui est juste trop intimidé pour faire une démarche sociale et aller dans un festival et se lancer à présenter ça à un éditeur sur un coin de table. Tu parlais de démarchage par email, mais tu t'envoies pas un proto par email. Tu envoies un premier contact en disant j'ai un proto, comment je peux l'envoyer, d'accord? L'éditeur te répond oui, ça nous intéresse, n'hésitez pas à l'envoyer, mais tu envoies quoi? Tu envoies ton proto directement dans un colis, tu envoies les règles, tu envoies une façon de jouer, qu'est-ce que tu fais? Voilà, la forme que je préférais quand j'étais éditeur et que j'utilise le plus quand je suis maintenant en tant qu'auteur, parce qu'il y a quand même aussi plein de gens il n'y a pas des festivals tous les jours, encore moins en ce moment, on est en 2020, donc c'est un peu raté. Donc je fais beaucoup de démarchage par mail quand même, et dans ce cas-là, j'ai toujours un peu le même pattern. Mon premier mail, c'est une présentation succincte du jeu. Donc à quoi ça ressemble, à qui ça s'adresse, à combien ça se joue, le jeu dans ses grandes lignes. Je sais pas, c'est un jeu coopératif ou pas, est-ce que c'est un jeu d'ambiance, est-ce que c'est pour un grand groupe de joueurs, est-ce que c'est pour les enfants. Donc vraiment une petite présentation. Accompagnée le plus possible d'une petite vidéo que je tourne à l'arrache, hein, c'est tourné avec mon téléphone. Alors je commence à avoir un peu pris le pli, donc je l'ai fait un peu mieux qu'avant, mais ça peut être un peu rapidement fait, quoi. Mais avec mon téléphone, 3-4 minutes grand maximum, pareil, de présentation du jeu, du matériel,
Voilà, le proto s'appelle comme ça, je l'ai fait avec un tel ou une telle, ça ressemble à ça, il y a tel matos, on joue comme ça, le gagnant il est comme ça, et voilà, j'espère que ça vous plaira, gros bisous. Et j'envoie très facilement ça en fait à un éditeur. La vidéo, t'en parlais dans l'épisode d'avant, effectivement, un peu en teaser. Alors quand tu parlais dans l'épisode d'avant de vidéo, moi j'avais en tête un truc vraiment cadré, tu vois, en disant ok, je vais vraiment faire une vidéo de 15 minutes, présenter le tour de jeu avec éventuellement des joueurs, des trucs comme ça, pour vraiment qu'il y ait une visibilité claire du truc, mais finalement c'est quelque chose pour donner l'eau à la bouche à quelqu'un en fait. Clairement, l'idée c'est vraiment on est vendredi, il est 17h, l'éditeur, la personne en charge de chercher les protos, elle en a marre, elle veut partir en week-end. Si elle a un mail avec une grande explication des règles ou une vidéo de 15 minutes, elle aura la flemme de la regarder. Alors qu'une petite vidéo teasing de 2-3 minutes qui va lui donner un aperçu suffisant, la plupart du temps, en regardant ça, les éditeurs ils peuvent tout de suite me dire « Ok, ça m'intéresse, je veux en savoir un peu plus » et c'est l'étape d'après que je t'écris juste après, ou régulièrement « Non, c'est bon, j'ai vu, j'ai compris, ça m'intéresse pas, merci pour la proposition. » Donc, t'as envoyé tes mails, t'as envoyé ta petite vidéo, tu as plusieurs ou une touche, mais on en souhaite en avoir plusieurs quoi qu'il arrive. Restons sur le côté étape du truc, simple, en disant ok, t'as une touche, t'as un éditeur, j'imagine que tu souhaites un rendez-vous derrière, ou qu'on te propose un rendez-vous en tout cas. Pas forcément, à ce moment-là ça peut être encore Moi souvent l'étape d'après c'est soit j'envoie les règles complètes, D'accord. soit j'envoie un print and play, quand c'est possible, parce que la plupart des éditeurs, si c'est un truc pas trop compliqué à imprimer, ils vont l'imprimer, ils peuvent jouer tout de suite. Soit effectivement, ça peut être l'étape où je prépare un petit colis, je vais à la poste et je l'envoie directement à l'éditeur pour qu'il puisse jouer dans la vraie vie. Est-ce que je pose tout de suite les questions pas qui fâchent, mais qui me troublent toujours un peu, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est les questions de droit en fait là-dessus. Genre, t'as créé quelque chose, c'est ton œuvre à toi, ça c'est sûr. Est-ce que tu fais un dépôt de quoi que ce soit en termes de droit, d'image, de titre quelque part pour dire, je dis pas que c'est un monde de voleurs, mais genre demain ton proto se perd, quelqu'un le trouve et se l'approprie, comment ça se passe? Enfin, quelle est ta position là-dessus en fait? Comme la plupart des gens, je fais rien du tout, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. C'est pas possible de protéger juridiquement une mécanique de jeu, parce qu'il n'y a pas de monde d'experts qui peuvent témoigner de où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça commence. Donc il y a un vrai truc je peux pas déposer le fait de lancer un dé, parce qu'autrement on pourra plus faire de jeu où on lance un dé, et c'est logique pour tout le monde que c'est pas possible. Et du coup, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, c'est assez compliqué à trancher. Et donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de vraie procédure de dépôt de droit pour un jeu. Dans les conseils qu'on donne souvent, c'est bien de montrer son jeu, en fait, de le faire jouer à un tas de gens, de le montrer en festival, qui montre l'appartenance du prototype à l'auteur. Et l'autre aspect, c'est le milieu est quand même vraiment sympathique. Donc j'ai pas peur, en fait, quand j'envoie un proto à un éditeur, aussi parce que si c'est un éditeur à qui j'envoie un proto, c'est un éditeur que je connais un petit peu. J'envoie jamais un inconnu complet et total, parce que ça m'intéresse pas de bosser avec des gens dont j'ai jamais entendu parler. Et à ce moment-là, je suis vraiment pas en stress en fait. L'éditeur, il aura besoin de mettre un nom sur la boîte. Voler un jeu d'un auteur, ça va ruiner complètement sa réputation si ça se sait, et ça se saura forcément. Donc j'ai vraiment pas peur qu'il me le vole à la fin, quoi. Mais vraiment, c'est un truc qui me stressait vraiment au début. Quand j'ai appelé Benoît Forger la toute première fois, c'était en partie pour ça. Et c'est un truc qui stresse beaucoup de monde, mais il faut pas se stresser pour ça. Vraiment, c'est assez relax, je pense. Mais du coup, tu l'as rappelé, et tu le rappelles là encore, c'est de dire, mine de rien, se renseigner un tout petit peu sur les gens d'une façon ou d'une autre. Genre, juste prendre contact avec des personnes qui pourraient connaître des personnes ou qui connaîtraient généralement l'éditeur, ça suffit pour se rassurer et pour avoir une bonne idée des choses. Une autre question, parce que je me perds moi-même, mais tu parlais de rédaction des règles. Tu disais, j'envoie à l'éditeur les règles, au moins les règles du jeu. Tu as fait une rédaction complète du truc. C'est des règles qui sont en pointillé ou en bullet point plutôt sur une seule page. Après, ça va dépendre du jeu s'il y a 15 pages de règles ou quoi que ce soit, mais la rédaction des règles, ça reste quand même un point central et difficile d'un jeu, non? Alors je distingue plutôt pas mal la rédaction des règles de jeu et des règles de proto. Et à ce moment-là, j'ai rédigé des règles de proto qui sont complètes. C'est un document qui peut faire, sur un jeu compliqué, ça peut faire quand même 8-10 pages. Mais qui sont des règles de proto. Typiquement, si c'est un jeu de draft, ça me choquera pas de mettre dans le truc « Ah maintenant on va drafter » et je vais pas expliquer ce que c'est le draft. Alors que si jamais c'est un jeu où à la fin dans la boîte finale, quand les gens ils l'achèteront, il faut forcément qu'on explique ce que c'est le draft, parce que tout le monde ne saura pas. Alors que je sais que l'éditeur il sait ce que c'est des points d'action, j'ai pas besoin de lui dire de mélanger le deck au début de la partie, ce genre de petits trucs, normalement il devrait le trouver tout seul. Très bien, donc on est encore une fois sur un truc, on parle de pro à pro, il y a pas de problème là-dessus. Donc ok, t'as envoyé ton print and play, t'as envoyé éventuellement ton colis avec ton proto dedans, avec le colis retour, merci de
leur envoyer. L'éditeur teste le truc et éventuellement te donne un go no go ou un retour peut-être entre les deux. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est déjà. Alors, ce process-là, il a l'air super court, mais des fois, c'est ultra long. Hein. Des fois, ça prend. Là, on est ça a été... La situation coronavirusienne a un peu changé la donne, mais on est en août et il y a des protos que j'ai donnés à des éditeurs à Cannes, donc en février, et ils n'ont pas encore eu le temps de se pencher dessus complètement. Et ça me choque pas trop, quoi. C'est un processus qui peut être vraiment long. Mais une fois que c'est fait, effectivement, soit j'ai une réponse sincère qui dit bah on a joué, ça nous intéresse pas. On te renvoie le proto ou pas, d'ailleurs, si c'est un petit truc, si c'est juste des cartes, souvent ils le recyclent et ça me va très bien. Soit c'est un oui et on y revient juste après. Soit effectivement, ça peut être ça nous intéresse, mais en l'heure actuelle, on va pas le signer parce qu'il y a ça qui nous embête. Et ça peut amener à des allers-retours de développement, des petits trucs d'ores et déjà de ah bah attendez, j'y réfléchi et je vous propose des corrections et un peu d'échange à ce niveau-là. Avant de passer au oui, ou alors passant au oui, et je reviendrai sur les autres questions que j'ai en tête, que je garde depuis le début de l'émission, sur les éditeurs spécifiques. Mais ok, t'as ton éditeur qui dit oui, on est partant pour le truc. Comment ça se passe? Là, j'imagine qu'il y a un rendez-vous physique qui est fait, une vraie présentation complète qui est faite avec l'auteur, peut-être? Même pas, rarement même. Là, si on est sur un oui, on passe à un autre type de mail qui est négocions le contrat, qu'on se gardera peut-être pour un autre épisode parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sacro-saint contrat et comment ça se passe. Mais on passe sur une négociation de contrat et après une signature soit en numérique, soit en scannant un truc. Soit effectivement, moi j'aime bien quand c'est possible, de se voir sur un festival peu de temps après et de signer dans la vraie vie, boire un coup pour fêter ça et que tout le monde soit content. J'aime bien la notion de boire un coup, elle est parfaite, je trouve. Elle est importante, ouais. Ok, revenons un tout petit peu dans ce cas-là en arrière. Moi, j'ai des questions sur l'éditeur en tant que tel. J'ai mon jeu, j'ai mon proto, il est parfait, je pense que c'est le meilleur jeu du monde. T'as envie de se faire éditer, donc tu vas aller taper un peu partout. On connaît un petit peu le monde du jeu, on sait que certains éditeurs ont leur préférence de type de jeu, qu'ils ont parfois ça peut être une préférence de type de jeu parce qu'ils aiment les jeux d'ambiance, ils aiment les jeux très stratégiques, ils aiment les 4X, ils aiment plein de choses, mais aussi une dimension parfois de marché, c'est-à-dire que si tu proposes un jeu extrêmement ambiance apéro, en fait un éditeur va peut-être pas vouloir le prendre tout de suite parce que lui-même a déjà un truc dans les tuyaux. Tu peux même avoir une petite dimension écologique. Je pense à certains éditeurs comme Lumberjacks qui essayent de faire des jeux qui ont une empreinte carbone plus basse que certains. Comment imaginons qu'on soit vraiment un peu plus open sur le marché des éditeurs de jeux de société. Comment tu choisis, toi? Tu as plein de contacts, tu sais à peu près vers qui te tourner. Qu'est-ce qui te fait faire te dire, ok, là j'ai plus de chance, ou est-ce que tu frappes dans tous les coins et puis tu dis, on verra bien? Il y a plein de choses. La première, c'est effectivement, et ça c'est un conseil pour un peu pour tous les gens qui nous écoutent, c'est important de cibler l'éditeur dans le sens où envoyez pas un proto d'un grand jeu compliqué à Cocktail Games ou d'un petit party game débile à Pearl Games, parce que généralement ça va pas les intéresser. Et cette connaissance du milieu va vous faire gagner un petit peu de temps, va vous faire gagner un peu de crédibilité aussi. Notamment, on y reviendra après, mais sur les rendez-vous physiques, sur les festivals. Et donc, c'est important de réfléchir un peu à ce qu'a fait l'éditeur auparavant et à cibler un peu. C'est aussi vrai pour l'existant. Le futur, tu le soulignes. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Des fois, tu envoies un mail disant « Ah, j'ai une super idée, c'est un jeu à identité secrète sur le thème des cookies. » Et l'éditeur, il te répond « Ah, c'est dommage parce que j'ai un jeu sur le thème des muffins d'identité secrète qui sort dans 6 mois et j'en ai pas encore parlé. » Et tu te fais avoir comme ça et tant pis. C'est encore une fois, quand tu sors des exemples de jeux, j'ai envie de les créer juste après en disant « Je veux un jeu identité secrète avec des cookies. » Mais c'est important, genre, quand j'étais chez Rompoprod, si on me proposait un jeu de draft de civilisation, ça nous intéressait pas parce qu'on avait fait Seven Wonders. C'était assez logique. Donc faut un peu faire attention à ça et avant d'envoyer un mail à un éditeur, regarder un peu ce qu'il a fait pour voir un peu comment ça se passe. Après, quand tu connais les éditeurs, là, c'est une autre paire de manches. Et sur ça, encore une fois, moi, je le fais vachement au feeling, en fait. J'ai pas vraiment je sais pas comment expliquer parce que c'est un peu bizarre, mais des fois, je fais un truc et je me dis, tiens, ça, je vais le présenter à tel éditeur parce que ça me ferait plaisir que ça aille chez lui et j'ai l'impression que ça collerait bien. Parce que tu t'es renseigné un peu, enfin, tu connais l'éditeur, tu vois sa ligne de produits, tu sais que, je sais pas, si c'est un jeu énorme, avec énormément d'ambiance, que il en a peut-être pas édité dans les 3-4 derniers qui sont sortis, et que du coup, il y a peut-être une place aussi pour ça, ou c'est juste j'imagine que ça rentre même peut-être même dans ta réflexion, volontairement ou pas, mais il y a aussi, est-ce que ça rentre en compte? J'arrive pas à finir ma question, mais c'est ça en fait la question. C'est un peu ça, et beaucoup du feeling, et pareil du hasard. Je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé il y a une semaine, je pense. Il y a un éditeur américain qui s'appelle Pandasaurus Games,
que je connais un peu, Nathan, le PDG, qui est un chouette type. Je les connais, je sais que c'est des gens réglo et je les aime bien. Ils ont recruté une femme qui s'appelle Dani Lo, qui a bossé chez Yellow, Yellow États-Unis, avec qui j'avais vraiment sympathisé. C'est une chouette personne, on a bossé ensemble, ça s'est très bien passé sur Sea of Clouds à l'époque. Et donc vraiment, c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à discuter, quoi. Ils l'ont recruté parce qu'elle avait quitté sa boîte. J'ai mis un message débile sur Twitter disant, sur son message de « Hey, maintenant je travaille pour Pandasaurus, c'est cool », j'ai mis un truc genre « Ok, bah ça fait une raison de plus pour bosser avec Pandasaurus ». Il y a Nathan qui m'a répondu dans la foulée, toujours sur Twitter, un truc genre « Ok, bah c'est un deal alors ». Et bah derrière, là, j'ai essayé de réfléchir, je lui ai envoyé un premier mail disant « Hey, tu cherches quoi comme proto ? Vas-y, il faut qu'on fasse un truc ensemble ». Et vraiment juste par sympathie pour Dani, par sympathie pour l'équipe de Pandasaurus d'une manière générale, et vraiment par hasard, quoi. Et donc ça arrive un peu tout le temps, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, tu parles de ça et je pense que ça fait rêver beaucoup de monde d'un coup. Parce que ça fait très... Ah ok, vous voulez quelque chose? Bon, je vais vous trouver un jeu que j'ai en tête, bougez pas, je vais vous vendre quelque chose. Et en fait, alors, ça donne l'impression d'inverser complètement les rôles, mais je pense que c'est, même pour quelqu'un qui débute dans le milieu, il y a quelque chose de très vrai là-dedans, c'est que quand tu sympathises avec les gens, quand t'as une positivité ambiante, et dans le monde du jeu, on sait qu'il y en a énormément, et je dis pas ça pour faire très cheesy, je le pense très sincèrement, il y a un truc de sympathie, d'amitié qui peut vite monter, et qui peut vite prendre dans toute cette mayonnaise, surtout si on a, encore une fois, et c'est le cœur du sujet, un truc qui fonctionne en termes de jeu et qui plaît aux gens, quoi. À fond, ouais. Et c'est, je pense que le côté rencontre, on parlait de comment on choisit les éditeurs, moi je les choisis régulièrement comme ça. Quand on a proposé The Loop à Catch-Up, moi je les connaissais un peu et je les appréciais pas mal. Maxime Rambourg, mon co-auteur sur The Loop, les connaissait peut-être encore un peu plus et les appréciait encore un peu plus. Il m'a dit « Ah, ça me ferait vraiment plaisir de le faire avec Catch-Up » et on leur a proposé en premier, je crois. Moi, j'en ai parlé à un autre éditeur, mais qui a pas spécialement rebondi. On était vraiment au tout début et on l'a proposé à Catch-Up en premier, pas en se disant ah, c'est le plus gros éditeur du monde et ils vont en vendre des milliards, juste en se disant ah ben on les aime bien tous les deux, ils sont sympathiques, ils font du bon travail. Ok, ben on leur montre à eux parce qu'ils sont chouettes, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, toi, tu vis de ce métier-là et alors, j'imagine que ça viendra peut-être dans l'émission suivante quand on parlera vraiment du contrat et donc peut-être plus de business pour lâcher le mot. Mais là, t'as un discours qui est quand même très humain tout le temps en fait, en disant, alors qu'en vrai, ça reste ton métier et du coup ça reste ta source de revenus et demain si tu arrêtes d'être édité, bah ça peut poser un gros problème. Du coup, comme t'as un discours très humain là-dessus, ça donne l'impression qu'en fait tout passe par ça, par l'humain en fait, avant de penser au business, avant de penser à tout ça. Et c'est très, c'est un peu troublant de mon point de vue, parce que moi j'ai un point de vue éditorial. Enfin, je travaille pas dans l'édition de jeux, mais si demain j'étais éditeur, enfin la question que je me poserais c'est ok, je dois éditer un jeu, ça me coûte tant. Quelles sont mes chances de vente, quel est mon marché dessus, quel est le prix de ma boîte, combien je dois la vendre, et ainsi de suite. Donc tu vois, tu as toute une démarche pour moi qui est un peu plus business. Après, il y a une forme de déformation professionnelle, mais toi, en tant qu'auteur, tu penses à ça ou pas du tout en fait? Pas trop, un peu dans le sens où je vais tendance à essayer de bosser avec des éditeurs qui sont notamment bien distribués. C'est un des éléments qui est important pour moi, c'est que leur distribution, elle soit assurée, elle soit assez importante et qu'ils soient le plus possible bien représentés à l'international, parce que l'export, c'est une partie importante du nombre de boîtes vendues. Après, clairement, je vais pas réfléchir en termes de « Ah, cet éditeur, il va sûrement faire beaucoup plus de boîtes » ou « Celui-là, il va en faire moins » ou « Celui-là, il va en faire tant ». C'est pas un truc que je fais dès le départ. Évidemment, ça rentre en ligne de mire, hein. Un gros éditeur va faire un premier tirage qui va être plus important et donc potentiellement, ça va être plus rémunérateur dès le début. Mais malgré le fait qu'aujourd'hui, ça soit mon boulot et que je sois pas dans la situation parfaite de l'auteur à best-seller où on en parlera sûrement un peu pendant les contrats et savoir combien on gagne, mais pas beaucoup. Donc je suis pas dans une situation financière parfaitement relaxe, on va dire. Même si je suis vraiment pas à me plaindre et vous inquiétez pas, si vous m'écoutez, tout va bien, hein, promis. Papa, si t'écoutes ce podcast, ne m'envoie pas d'argent, j'en ai pas besoin. Mais je le réfléchis pas parce que ça fait aussi partie de ce que j'aime dans le truc, quoi. Là, encore une fois, je vais avoir l'air d'être un peu cheesy, mais je préfère faire un jeu et que ça se passe de ouf et que je m'amuse trop bien et que l'expérience, elle soit géniale de bout en bout et gagner un peu moins d'argent que faire un jeu où c'est chiant, ça se passe pas bien, c'est nul, je m'entends pas avec l'éditeur, mais à la fin, il en vend plus et je fais un peu plus de sous. C'est vrai que là, on a deux discours très différents. Alors, ton discours est très bon parce que, en vrai, tu mets en avant le fait de dire
aujourd'hui, je travaille pour faire un truc que j'aime, et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Clairement. Et il y a un espèce de truc aussi où qui peut avoir l'air prétentieux, mais promis, c'est pas prétentieux. Bah en fait, quand je présente un jeu à un éditeur, j'y crois. Et donc si j'y crois, je me dis qu'il va marcher. Et un jeu, il marche, il a plus de chances chez un gros éditeur qui va le pousser plus fort dès le début. Mais en fait, chez un petit éditeur, il y a des petits éditeurs qui font des cartons, quoi. Et donc si je me dis mon jeu, il est trop cool, il peut tout défoncer, ça va peut-être prendre plus de temps à tout défoncer s'il est signé chez Lumberjacks que s'il est signé chez les Space Cowboys. Mais je crois quand même que au fur et à mesure, si le jeu il est extraordinaire, il va faire sa place et il va réussir à se creuser quand même. Donc ça me dérange pas de bosser avec un plus petit dans ce cas-là, s'il fait bien son boulot, ce qui est le cas de tous les éditeurs avec qui j'ai bossé pour l'instant. Justement, restons dans ce domaine-là, parce qu'on arrive mine de rien très vite sur la fin de l'émission, et j'aimerais aborder juste un point dont tu as lâché une petite pépite. La question c'est, qu'est-ce qu'on cherche vraiment chez un éditeur ? Parce que tout à l'heure, tu parlais, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'être bien distribué, et je pense que c'est un point essentiel aussi de l'édition en général, parce qu'aujourd'hui, on se rend pas compte des métiers qu'il peut y avoir derrière un éditeur. Éditeur, c'est un métier. Distributeur, c'est un autre métier. Vendeur, donc la boutique qui vend, c'est encore un autre métier. Et ça peut être 3 personnes complètement différentes, comme ça peut être une seule et même personne, très rare dans le cas de la boutique, évidemment. Mais dans le cas du éditeur-distributeur, ça peut être la même personne, la même entité qui le fait. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous décrire un peu les différences entre éditeur-distributeur, quel impact ça va avoir, et aussi bien pour l'éditeur, pour le distributeur et pour toi dans ta réflexion, et qu'est-ce que tu attends de ton éditeur et qu'est-ce que tu attends de ton distributeur qui va avec. La question est extrêmement longue, désolé. Non, t'inquiète, et elle est importante. Pour résumer, pour les gens qui n'auraient pas forcément la chaîne complètement en tête, effectivement, moi quand je signe un jeu, c'est avec un éditeur. Donc l'éditeur, il va éditer le jeu, c'est-à-dire qu'il va transformer mon proto-vilain en un jeu joli pour que vous l'achetiez en boutique à la fin. Et ensuite, généralement, il y a quelques exemples un peu contraires, mais j'y reviendrai après. Cet éditeur, il va vendre ses jeux, ou il va les mettre en dépôt-vente chez un distributeur qui va stocker les jeux. Donc quand on est éditeur, on n'a pas des palettes avec 5000 jeux dans son garage, pas tout le temps en tout cas. Le distributeur va stocker les jeux et c'est le distributeur qui va les vendre à la boutique, qui ensuite va vous vendre les jeux. L'idée étant que un distributeur, il va avoir plusieurs éditeurs dans son giron, la plupart du temps en tout cas, et donc ça va permettre aux boutiques de faire une commande plus importante que si elles devaient s'adresser à une seule personne. Pour présenter quelques maillons de la chaîne, si jamais je fais un jeu avec les Space Cowboys, les Space Cowboys c'est un éditeur qui est distribué par Asmodée, qui est un distributeur. Un des plus gros distributeurs au monde, si ce n'est le plus gros. Le plus gros, ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que la relation éditeur-distributeur, elle est importante parce que on peut avoir dans l'idée, alors moi c'était mon idée au tout début, c'était de dire c'est facile de trouver un jeu en boutique dans tous les cas. Mais en fait, c'est faux parce que ma petite boutique de quartier, elle n'a pas forcément tous les jeux en stock, et heureusement parce que sans ça elle aurait des stocks beaucoup plus grands que son magasin. Mais un éditeur, s'il n'a pas le bon distributeur, ou si le distributeur fait un peu mal son boulot, c'est difficile de retrouver des jeux en boutique, et il peut y avoir un peu des histoires un peu tragiques pour certains jeux qui ont mal été distribués alors que l'édition était très bonne, ou vice versa, une édition qui est un peu moins bonne, un distributeur qui est bon mais dont les commerciaux, parce que c'est eux qui vont vendre les jeux en boutique, hein, comme tu disais, c'est chacun vend à l'autre, et finalement on peut se retrouver en fait avec des problèmes de distribution ou des problèmes de motivation de vente du distributeur vers le vendeur, et du coup se retrouver avec des problèmes de vente assez drastiques parce que il n'y a pas de vente en boutique directement en fait. Ouais, clairement. Et ça c'est un peu le nerf de la guerre qu'on voit pas et sur lequel on n'a pas nous les auteurs, on n'a pas la main mise dessus. C'est-à-dire que je démarche jamais les distributeurs pour éditer mes jeux parce que c'est pas leur boulot. Je démarche les éditeurs et les éditeurs ont déjà choisi leur distributeur. Mais j'essaye de savoir qui est distribué par qui, puisque ça bouge assez peu, et quand tu as un distributeur, généralement, tu l'as pendant longtemps et c'est pas une information qui est secrète, hein, donc c'est assez facile de savoir qui distribue qui. En me disant, si c'est quelqu'un qui est bien distribué, j'ai envie de bosser avec lui. Si c'est quelqu'un qui est très mal distribué, malheureusement, moi ça peut être un truc qui peut me bloquer un peu parce que non pas que j'ai peur que l'éditeur fasse mal son boulot, mais j'ai peur qu'effectivement après le jeu ait du mal à toucher son public
juste parce que les gens pourront pas l'acheter parce qu'il sera pas dans les boutiques. Ok, ça c'était important pour moi à mettre en avant parce que c'est toute la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit absolument pas et qui pourtant est extrêmement importante pour tout le réseau en fait, enfin, pour tout le marché clairement. Est-ce que on a fait le tour? On a fait pas mal le tour, je pense. Est-ce que tu as des choses à ajouter, une anecdote que tu as en tête qui ferait écho à ce qu'on vient de dire ou à autre chose? Non, dans les trucs que je voulais préciser parce que je l'ai pas fait et je sais qu'on est souvent, il y a pas mal d'auteurs qui sont différents sur ça. Moi, j'ai tendance à envoyer mes protos à peu d'éditeurs à la fois. C'est-à-dire que je redoute et je déteste la situation qui m'arrive pas souvent et qui arrive pas souvent dans l'absolu, mais il y a plusieurs éditeurs qui veulent faire mon jeu à la fois et il faut que je discute, que je tranche parce que je vais toujours vexer quelqu'un un peu à un moment ou à un autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas trop envie de vivre. Et donc, globalement, j'ai tendance à me dire, ok, ce jeu, je vais le présenter à machin, je vais attendre qu'il me donne une réponse. Quand j'aurai une réponse, si elle est négative, je vais le présenter à bidule, puis je vais attendre qu'il me donne une réponse. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de vraie hiérarchisation. Je me dis pas, je vais présenter toujours à bidule en premier et puis à truc en deuxième. C'est, là, sur le coup, j'ai machin sous les mains, je vais lui dire que j'ai fait ça et je vais lui montrer. Et puis s'il refuse, j'aviserai plus tard. Mais j'envoie pas mon proto à 30 éditeurs à la fois en disant salut à tous, et le premier qui répond, ça va être celui qui va l'éditer, quoi. J'arrive pas à faire ça. Après, je sais que des auteurs le font et ça leur réussit bien et ça permet de gagner un peu de temps sur à qui tu le présentes, d'avoir parfois un peu cette situation de force aussi, de se dire il y a deux chouettes éditeurs qui veulent le faire, qui proposent les meilleures conditions et d'en discuter un peu. Mais c'est vrai que moi je suis assez mais c'est assez personnel, mais je suis assez inconfortable avec cette situation, donc je préfère pas trop la vivre. Mais vraiment faites comme vous le sentez. Très bien. Je vais faire un gros résumé de ce qu'on s'est dit, comme d'habitude. Donc, on a notre proto qui est fait, on a tous nos retours, il est tout beau, c'est le meilleur jeu du monde. Il faut l'envoyer à un éditeur. Dans un premier temps, les meilleurs conseils à faire, c'est effectivement aller en festival, croiser des gens directement, se renseigner sur les gens, pas de façon un peu creepy, mais de façon très positive. Quand je dis ça, c'est un peu bizarre. Mais effectivement, se renseigner, prendre contact, boire des coups, c'est ce que je retiens le plus avec des gens pour essayer d'être le plus social possible parce que c'est super important et on est encore dans un milieu qui est très cool, qui est très humain. Là-dessus, donc, prendre des contacts, envoyer des explications par email, les règles, comment le jeu se joue, dans quelles conditions il se joue, nombre de joueurs, temps passé et ainsi de suite, ambiance générale. Une fois que c'est fait et qu'on a une réponse positive, on envoie le proto, soit en print and play si c'est possible, soit en colis directement. Bien faire quand même attention à choisir son éditeur, parce que savoir si c'est un éditeur qui fait ce type de jeu, si c'est un éditeur, on n'a pas trop parlé, on en a parlé en off, mais est-ce qu'il localise uniquement des jeux ou est-ce qu'il fait aussi lui-même de l'édition? C'est important de connaître un peu la différence. Est-ce que rapidement, tu peux nous faire l'explication? Ouais, c'est assez simple. En plus, les jeux, il en sort dans tous les pays du monde, ou presque. Et donc, il y a des éditeurs qui traduisent des jeux, donc on a tendance à dire localiser, puisque ça demande parfois un peu plus que de la traduction, et des éditeurs qui éditent, et pas mal d'éditeurs qui font les deux. Typiquement, si je prends Yellow, qui est un bon exemple, Yellow, c'est l'éditeur de King of Tokyo, donc c'est eux qui ont créé le jeu, qui ont fait la direction artistique, qui sont occupés avec Richard Garfield, l'auteur, mais qui sont occupés de toute cette partie-là. Alors que c'est le localisateur de jeux comme Codenames ou Andorre, qui sont des jeux qui sont édités par Cosmos, qui est un éditeur allemand. Donc si je contacte Yellow en leur disant « j'ai adoré Andorre, j'ai fait la suite d'Andorre, regardez, je vous le présente », en fait, ils s'en fichent un peu parce que c'est pas eux qui l'ont édité, en fait, c'est Cosmos. Donc il faut mieux contacter directement Cosmos dans ce cas-là. Voilà, c'était le petit point important parce qu'effectivement, on se rend pas compte que c'est deux choses bien différentes. Donc je reprends, choisir son éditeur de façon correcte, s'assurer de parler à la bonne personne, au bon éditeur, ce qui nous convient le plus, s'assurer qu'il n'y ait pas un jeu du même type qui soit sorti juste avant parce que ça pourrait faire un coup dans l'eau. Et ensuite, une fois qu'on a notre oui, on passera à l'étape suivante, ce qui va être du coup le vrai contact un peu commercial commercial, est-ce qu'on peut dire commercial? Un peu, le contrat, il y a quand même, c'est pas le moment où on rigole le plus quand même. C'est le moment où tu discutes un peu argent, chiffres, comment ça va gérer. C'est effectivement la partie la plus business du boulot. On verra ça du coup dans le prochain épisode, je te le propose. Pourquoi pas, même si je me demande si, et tu m'arrêtes en fonction de ce que tu en penses, mais si on pourrait pas se faire entre-temps un deuxième épisode de démarchage, parce qu'on a encore pas mal de choses dont on peut parler, sur spécifiquement le démarchage dans la vraie vie. Là, on a parlé pas mal du démarchage à distance. On a discuté un peu de soyez sympa sur les festivals, mais il y a encore pas mal de choses à dire sur les festivals, sur les concours de proto et tout ça, les protozones, toutes ces choses-là. Complètement noté et complètement oublié dans notre discussion, et tu as complètement raison. Et je pense qu'on fera le prochain épisode sera complètement sur ça. Et donc ça nous fera 2 épisodes sur le démarchage, mais c'est un des gros bébés du truc, donc ça me choque pas trop. Donc on en parle un peu plus longtemps. Écoute, avec grand plaisir. Voilà, tu viens de clôturer les choses très clairement. On se retrouve le mois prochain avec
cette seconde partie de l'épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, éclatez-vous et voilà. Et faites tes protos. Et faites des protos, exactement. Merci encore à toi. On se retrouve le mois prochain. Éclatez-vous. Ciao. Salut.